Merci d'être ici en si grand nombre aujourd'hui. Je vous laisse là des objectifs, en fait, officiels de cette présentation. J'ai envie de commencer par vous parler de deux prémices pour cette présentation. Puis d'abord, je fais un peu référence à cet article que j'ai publié avec des collaborateurs il y a peut-être 2 ans de ça maintenant sur les effets potentiellement délétères du cannabis et qui a été repris de toutes sortes de façons avec cette idée que puisque le cannabis a des effets délétères, bien évidemment qu'il faut resserrer le cadre légal entourant le cannabis. Alors, une des prémices de cette présentation-ci, c'est justement que, en fait, à mon avis, les données scientifiques sur les effets délétères du cannabis et les effets pharmacologiques aussi dont je vais discuter sont importantes, doivent, à mon avis, certainement contribuer au débat et aux décisions qu'on peut prendre, même sur des changements qu'on voudra apporter au statut légal du cannabis, mais à mon avis, et très, très loin de moi cette idée que, en fait, les données scientifiques doivent être les seuls arguments ou les seuls motifs ou les seules informations qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut changer, notamment, le statut légal du cannabis. Cela étant dit, à mon avis, quand même, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense que ces données-là sur les effets potentiellement nocifs du cannabis, ça peut, et à mon avis, ça doit faire partie du débat, ça doit nous aider à mieux prendre des décisions si on est pour changer le statut légal du cannabis. La deuxième prémisse, puis je vous laisse regarder, vous délecter de cette diapositive, qui est un article récemment publié, en fait, l'an passé par Agrawal et Linsky, qui sont deux chercheurs, en fait, qui ont beaucoup publié, en fait, qui s'intéressent beaucoup à la question des effets nocifs du cannabis et qui ont présenté un article, en fait, qui ont publié un article un peu conceptuel, en fait, sur comment comprendre les différentes relations qui peuvent exister entre le cannabis et des effets délétères ou en fait des effets nocifs ou des maladies, notamment sur le plan psychiatrique. Et comme vous voyez, en fait, il y a plusieurs façons par lesquelles, en fait, le cannabis peut être lié à des problématiques de santé, notamment de santé mentale. Et vous voyez un peu, c'est complexe. Et la deuxième prémisse de ma présentation d'aujourd'hui, c'est qu'à ce stade-ci, selon les données scientifiques que je vais vous en parler un peu aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cette complexité-là lorsque vient le temps de comprendre l'association entre le cannabis et certaines maladies. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a eu toutes sortes de données qui ont montré, puis ça remonte en fait une des grandes études qui a lancé ce pan de recherche-là. C'est une étude à la fin des années 80 suédoise qui montrait que les personnes qui consommaient du cannabis avaient plus de chances de développer une schizophrénie. Vous voyez, c'est une association qui était assez simple et qui a lancé une panoplie d'études, de recherches et d'articles sur cette idée que le cannabis causait la schizophrénie. À mon avis, cette façon de conceptualiser les choses et de comprendre les choses est dépassée. On ne connaît pas tout sur le cannabis, on va en parler un petit peu aujourd'hui évidemment, mais on en connaît assez pour finalement un peu plonger dans la complexité et dans les différentes façons par lesquelles le cannabis peut être associé ou pas à des effets nocifs. Et l'idée de la présentation d'aujourd'hui, évidemment, en 20 minutes, et puis en fait maintenant 18 minutes parce que je suis plutôt bavard, c'est finalement cette idée que je ne peux pas et je ne vais pas présenter toutes les données existantes et tous les effets possiblement ou potentiellement nocifs du cannabis, mais certainement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous donner un certain nombre d'exemples qui illustrent ce que je suis en train de vous dire là, c'est que lorsque vient le temps de comprendre les effets potentiellement du cannabis, il faut être prêt à affronter cette complexité-là, mieux la comprendre, et à mon avis, c'est ce qui va nous permettre de tirer davantage de ces données-là pour mieux influencer la façon dont on veut potentiellement changer le statut légal du cannabis. Alors, une des choses, à mon avis, qui est particulièrement importante, et j'espère en fait que tout au long de la journée, ensemble, on va faire certaines distinctions. À mon avis, il était particulièrement important de faire la distinction entre le cannabis et même ses différentes formes qui peuvent être consommées sous forme de feuilles séchées qu'on va fumer, de hashish, mais aussi les cannabinoïdes. Des cannabinoïdes qui parfois on peut, oui, extraire de la plante, qu'on peut parfois produire de façon synthétique et faire également la distinction avec certains médicaments qui contiennent des cannabinoïdes. Vous savez, c'est assez effrayant. En fait, puis des fois, je me dis que je devrais arrêter de lire ce qui se publie dans les médias sur les données scientifiques entourant le cannabis parce que c'est incroyable la confusion qui peut se faire finalement entre le cannabis, ses différentes composantes et les différentes façons de consommer du cannabis. Autre élément, en fait, puis vous avez là ici un tableau qui vous résume un peu de façon, je dirais, générale, puis bon, les neuroscientifiques dans la salle vont probablement être un peu insultés par l'aspect de simplification de cette diapositive-là, mais c'est quand même une diapositive qui vous présente un peu l'ampleur des connaissances qu'on a sur le système endocannabinoïde, et donc une des principales cibles du cannabis et de ses différentes composantes. Et vous avez donc un ensemble, par exemple, de récepteurs, d'endocannabinoïdes naturels que finalement le cerveau humain va produire naturellement, même s'il n'est pas exposé au cannabis. Également, un certain nombre de cannabinoïdes naturels qu'on va retrouver dans la plante et des cannabinoïdes synthétiques qu'on peut produire en laboratoire. En fait,
Ce que j'aimerais vous dire par cette diapositive-là, c'est que vous savez, les scientifiques ont cette fâcheuse tendance de toujours finir leur présentation en disant « mais on ne connaît pas tout, on n'en connaît pas assez et il faut plus de recherche avant de faire quoi que ce soit ». Alors, évidemment que ça s'applique parfois, mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on commence à en connaître pas mal sur le système endocannabinoïde. On commence à avoir quand même un certain nombre de données sur les effets positifs et les effets négatifs du cannabis. Et à mon avis, est venu le temps un peu d'utiliser ces connaissances-là, d'utiliser les données qu'on a, même si elles sont imparfaites, pour avoir un discours cohérent et des réflexions, à mon avis, qui sont un peu plus sophistiquées sur cette substance-là et aussi l'utilisation de certains des cannabinoïdes à des fins thérapeutiques. Évidemment, pourquoi je suis psychiatre, je suis chercheur, mais je suis aussi psychiatre. Alors, pourquoi un psychiatre vient vous parler de cannabis? Alors, vous avez ici, sur cette diapositive-là, en fait, la disposition des récepteurs cannabinoïdes de type 1, qui sont une des principales cibles du THC, donc une des principales substances rencontrées dans le cannabis. Et on voit la disposition de ces récepteurs-là dans le cerveau, autant chez l'humain que le fœtus. Et une des choses que vous remarquez, c'est la disposition particulière de ces récepteurs-là dans des structures comme le cortex préfrontal, le système limbique, notamment les structures striatales, qui sont toutes, évidemment, passer rapidement là-dessus, mais qui sont en fait des structures du cerveau qui sont impliquées dans des fonctions comme la mémoire, l'apprentissage, les émotions, la psychose, l'addiction. Alors, évidemment que lorsqu'on voit des cibles comme ça d'une substance qui sont localisées dans des endroits dans le cerveau qui sont si pertinentes pour des maladies mentales, vous ne devez pas vous surprendre, en fait, de voir un certain nombre de neuroscientifiques et des psychiatres s'intéresser aux effets possiblement délétères du cannabis sur ces pathologies-là. Autre élément aussi, je pense, qui vient influencer notre façon de comprendre et qui est venu influencer notre façon, puis j'espère qu'il va le faire de plus en plus sur les effets du cannabis, autant sur le plan thérapeutique que sur le plan délétère, c'est aussi la compréhension de la fonction du récepteur cannabinoïde de type 1. Et puis, sans aller dans les détails de cette fonction-là, une des choses qu'il faut retenir, c'est que lorsque ces récepteurs-là et lorsque quelqu'un consomme du cannabis ou des cannabinoïdes, que ce soit synthétiques ou naturels, on sait qu'il y a une modulation du fonctionnement du cerveau à court terme. Hein. Les récepteurs CB1, notamment lorsque le THC va cibler ces récepteurs-là, vont changer leur façon de fonctionner à court terme. Et donc, c'est ce qui explique que lorsqu'on fume un joint ou qu'on prend un médicament qui contient des cannabinoïdes, il y a une modulation à court terme, quelques heures, du fonctionnement cérébral. Mais une des choses qu'on comprend aussi maintenant de ce récepteur-là et bien d'autres récepteurs dans le cerveau, c'est que lorsqu'on les module, il y a une panoplie, une cascade d'effets qui peuvent survenir à l'intérieur du neurone et qui peuvent même fonctionner le fonctionnement cérébral et du neurone à beaucoup plus long terme, ce qui n'est pas sans résonance avec parfois justement les effets qui peuvent être autant thérapeutiques que délétères à beaucoup plus long terme du cannabis que les quelques heures après la consommation. Qu'est-ce que ça fait le cannabis? Alors, selon les données de mes collègues juste avant, je n'ai pas besoin de passer tellement de temps sur la diapositive parce que probablement qu'une bonne partie de la salle ici a déjà expérimenté. Alors, évidemment, nul besoin de vous rappeler qu'il y a des effets physiques. Le classique, les yeux rouges, ça augmente l'appétit. Ça a un effet antiémétique, ça diminue la douleur. Probablement, possiblement que Dr. Ware, qui me suit, va en parler. On sait aussi que ça a des effets psychologiques. Le plus classiquement, les gens vont rapporter que ça les détend, que ça amène une espèce de distance par rapport à la réalité qui peut être agréable. Et dans certains cas, on parle un petit peu aujourd'hui, ça peut aussi amener des réactions indésirables, notamment de l'anxiété et de la psychose. Des choses qui sont intéressantes dans le développement des effets sur le cannabis, c'est aussi le changement, même sur le plan phénoménologique, hein, dans notre compréhension de ce qui peut survenir dans le parcours de quelqu'un qui consomme du cannabis. Donc, je vais parler un peu des effets à court terme, des effets qui sont souvent plaisants, parfois de certains effets comme l'anxiété et la psychose qui peuvent être des effets qui surviennent lors de cas d'intoxication. Et on sait maintenant que cette substance-là, lorsque quelqu'un va s'exposer chroniquement à dose suffisante, ces personnes-là, lorsqu'ils vont arrêter de consommer du cannabis dans un certain nombre, peuvent présenter ce qu'on appelle un sevrage, c'est-à-dire des symptômes de retrait qui ont été validés en laboratoire. Entre autres, un chercheur, Alan Bodney, c'est un vieil article, mais ça a été répliqué. Puis c'est maintenant même, je dirais, le syndrome de sevrage au cannabis est même inclus dans le DSM-5 comme un syndrome clinique qu'on va rencontrer chez les patients donc, qui vont s'exposer chroniquement au cannabis et qui vont cesser abruptement la consommation de cette substance-là. L'article, en fait, dont Michel faisait référence tout à l'heure, c'est entre autres un article qui parlait du potentiel addictif du cannabis et même du potentiel que pouvait, le potentiel du cannabis d'entraîner possiblement d'autres dépendances. Alors, encore là, je pense qu'il faut respirer par le nez, tous prendre une grande respiration. Lorsqu'on parle du potentiel addictif du cannabis, vous avez des études, puis en fait, une étude qui date un peu, mais qui était quand même relativement bien faite et qui essentiellement étudiait le nombre de personnes, le pourcentage des personnes qui, lorsqu'ils s'exposaient à une substance, allaient présenter un syndrome qui ressemble à de l'abus ou de la dépendance. Et vous voyez, le cannabis se situe autour de 9%, donc une personne sur 11, approximativement, qui, lorsqu'ils vont s'exposer au cannabis, vont développer une dépendance. On parle, ou un abus. On parle évidemment de pourcentages qui sont loin de ce qu'on rencontre pour l'héroïne. Je n'ai pas mis la nicotine ici, mais la nicotine même est en haut de l'héroïne. On parle d'environ une personne sur 3.
Mais tout de même, un certain nombre de personnes qui vont développer un syndrome qui ressemble à ce qu'on appelle un abus ou une dépendance, ou maintenant dans le DSM-5, un trouble lié à l'utilisation d'une substance. 9 %, donc beaucoup moins que plusieurs autres substances qui sont utilisées dans la rue. Malheureusement, lorsqu'on regarde l'ensemble de la population, on sait que le cannabis est la substance, pour l'instant illicite, qui est la plus fréquemment consommée. Et lorsqu'on ensemble le pool de patients, quand on prend en considération le nombre de personnes qui vont consommer du cannabis, 9 % finit par représenter quand même un nombre significatif de personnes qui vont présenter des symptômes d'abus ou de dépendance. Un exemple, justement, quand je vous disais, d'accord, le potentiel, le cannabis peut induire un syndrome de dépendance ou d'abus. Un exemple, justement, qu'on ne peut pas se contenter de ce genre d'association-là, de ce genre de données-là. Il y a un groupe, entre autres anglais, qui est en train qui a fait des travaux et qui continue d'en faire, sur finalement cette idée que finalement, c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis, un exemple justement de cette complexité-là dans l'association. Ils se sont bien étudiés, en fait, et de regarder des différents utilisateurs de cannabis qui utilisaient différents types de cannabis. Et une des données, en fait, qui est une des choses qui se sont dégagées de ces études-là, c'est que, en fait, ils ont réussi à identifier des gens qui utilisaient des types de cannabis différents. Certaines personnes qui utilisaient, par exemple, du cannabis avec une haute teneur en THC, des gens qui utilisaient du cannabis avec une haute teneur en cannabidiol, une faible teneur en THC. Et, de façon assez intéressante, on s'aperçoit finalement que la réaction, ce qui est décrit comme les effets plaisants de la drogue, ne sont pas décrits de la même façon par les gens selon le type de drogue qu'ils utilisent. Encore là, certaines données qui montrent que finalement, cette association-là entre cannabis et potentiel addictif est peut-être même pas le même pour d'abord, différentes personnes selon son bagage biologique, mais pourrait aussi varier selon le type de cannabis qui est consommé. Parlons de psychose, parce que c'est probablement, je dirais, la question de l'association entre le cannabis et la psychose qui a parti le bal. Une des choses qui est assez claire, lorsque vous êtes en laboratoire, vous prenez des sujets sains, quelqu'un qui n'a pas de maladie mentale, vous l'assoyez dans une chaise, vous lui injectez du THC à dose suffisante, cette personne-là va avoir des symptômes psychotiques, va avoir des symptômes qui ressemblent drôlement à des symptômes de schizophrénie, des hallucinations, peut présenter des délires, peut même avoir des symptômes négatifs de la schizophrénie, symptômes qui vont se résorber après un certain temps, après une courte période de temps en laboratoire. Ce qui est peut-être un peu plus inquiétant pour les cliniciens, c'est finalement ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque les gens vont présenter une réaction psychotique secondaire à l'utilisation de cannabis, effectivement, comme je vous disais tantôt, dans bien des cas, ça va se résorber après quelques temps, après quelques minutes, après quelques heures, mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de ces personnes-là qui vont finalement s'avérer avoir une problématique psychiatrique. Ces données-là, en fait, montrent une étude où on a pris un ensemble de patients qui ont un diagnostic de troubles psychotiques induits par le cannabis, où on pensait que la personne n'avait pas nécessairement de maladie psychiatrique sévère comme la schizophrénie ou le trouble schizoaffectif ou la maladie bipolaire. Et donc, ces patients-là ont été diagnostiqués avec un trouble psychotique qu'on pensait secondaire au cannabis. On les a suivis pendant une période de 3 ans. Au bout de la période de 3 ans, ce qu'on s'est aperçu, c'est que presque la moitié de ces personnes-là avaient finalement eu un diagnostic de maladie psychiatrique primaire et donc une maladie psychiatrique qui n'était pas simplement induite par le cannabis. Évidemment que ce que ça pose la question que ça pose, est-ce que le cannabis cause la schizophrénie ou cause la psychose? Il y a eu toutes sortes d'études en fait qui ont montré finalement qu'il y a une association. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la population, les personnes qui prennent du cannabis ont effectivement plus de chances dans l'ensemble d'avoir ou de présenter éventuellement une maladie psychiatrique, notamment la schizophrénie, qui est quand même une maladie psychiatrique extrêmement sévère associée à toutes sortes de complications et une baisse du fonctionnement. Certaines personnes se sont contentées de ces données-là pour dire que le cannabis causait la schizophrénie. Vous voyez là, finalement, donc une conclusion un peu prématurée. À mon avis, encore un exemple de comment, finalement, il ne faut pas se contenter des premières données, des données d'association qu'on peut parfois rencontrer. Des chercheurs ont commencé à finalement tenter d'identifier des sous-groupes de personnes chez qui, possiblement, effectivement, le cannabis pourrait poser un risque un peu plus important. Et, en fait, données extrêmement intéressantes. Puis c'est deux groupes différents qui ont étudié des marqueurs génétiques différents. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris effectivement ces données-là, données d'association, en fait, avec un pourcentage de patients qui prenaient du cannabis, d'autres qui n'en prennent pas, regarder en fait s'ils développaient ou pas une maladie psychotique. Et une des choses, en fait, puisque ce que ça dit, cette diapositive-là, c'est que finalement, lorsque vous prenez des gens qui ont un profil génétique particulier, notamment des profils génétiques qui sont associés à une plus grande vulnérabilité pour la psychose, effectivement que lorsque ces gens-là vont s'exposer au cannabis, leur chance de développer une maladie psychotique est assez élevée. Puis on voit même dans certaines études une multiplication du risque par 5 ou 6. Fait intéressant, dans la plupart de ces études-là,
En fait, on a deux exemples ici. Lorsque des gens qui ont un profil ou un profil biologique ou génétique qui est tout à fait, je dirais, sain et qui n'est pas associé au risque de développer une maladie psychotique, on voit que le cannabis n'a aucun espèce d'effet, n'est pas associé à une augmentation du risque de développer une maladie psychotique. Certaines personnes plus familières avec les données génétiques vont même noter que les gens, il y a certaines personnes qui ont un bagage génétique particulier où le fait de consommer du cannabis diminue le risque de développer une maladie psychotique. Donc, encore là, on ne peut pas se contenter de simplement regarder cannabis et psychose, dire le cannabis cause de la schizophrénie. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin puis comprendre un peu chez qui et chez quelle personne, finalement, le cannabis peut possiblement poser un risque pour le fait de développer une maladie psychotique. Troubles anxieux. Toutes sortes de données, en fait, vous avez une méta-analyse qui date de quelques années, en fait, puis qui montrait finalement que les résultats allaient dans un peu tous les sens. Hein? Il y a des études qui montrent que finalement, puis il y a d'ailleurs des utilisateurs qui vont nous dire que quand je prends du cannabis, je suis moins anxieux, je me sens soulagé, je me sens tout simplement plus relax, en fait, puis je suis plus confortable. Alors que finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens, même en clinique, j'en vois assez fréquemment, des gens qui prennent du cannabis qui ont des réactions de panique, où ça augmente leur anxiété. Les données disent un peu la même chose. Ça va, vous voyez un peu ici, c'est une méta-analyse en fait, qui montre en fait, des études, puis vous voyez un peu selon de quel côté de la ligne se situent les carrés noirs. En fait, ce que ça dit, c'est est-ce que ça augmente ou ça diminue le fait d'avoir un trouble anxieux associé. Et vous voyez que ça va un peu dans tous les sens. Étude qui a été faite il y a quelques années, en fait, puis qui a été répliquée, en fait, une voie de recherche qui a été poursuivie. En fait, où on a commencé à regarder en laboratoire quel était l'effet de différents composants du cannabis sur l'anxiété. Fait très surprenant. On s'est aperçu effectivement que lorsqu'on prenait par exemple le THC et qu'on l'administrait en laboratoire et qu'on faisait de l'imagerie cérébrale, effectivement que le THC augmentait certaines réactions anxieuses chez des sujets, dans ce cas-ci, des sujets sains. Lorsqu'on prend d'autres composants du cannabis, par exemple le cannabidiol, on s'aperçoit que la réaction, en fait, il n'y a aucune augmentation de d'une réaction anxieuse associée finalement au fait d'être présenté devant des situations qui pourraient être stressantes. Alors encore là, différents cannabinoïdes présents dans le cannabis à différentes concentrations peuvent certainement influencer les réactions, notamment sur le plan de l'anxiété, lorsqu'on s'expose à cette substance-là. Cannabis et fonctions cognitives, vous avez probablement vu possiblement certains articles qui parlaient de l'association entre le cannabis, des troubles d'apprentissage, diminution, même des études qui ont montré qu'il y avait une diminution du quotient intellectuel, en fait, ou des mesures de quotient intellectuel à plus long terme chez les gens qui allaient s'exposer à cette substance-là. Vous avez un tableau, en fait, qui vous résume un peu l'état des connaissances sur l'impact du cannabis sur les fonctions cognitives. Une des choses qu'on remarque, c'est que finalement, le cannabis semble effectivement avoir un certain nombre d'effets à court terme sur l'attention, la mémoire, la prise de décision, et ces effets-là semble se résorber à à plus long terme, en fait, dans une large proportion. Encore là, la question est probablement beaucoup plus complexe que ça. Puis vous avez vu sur l'autre diapo, en fait, je ne l'ai pas montré, mais il y a finalement des données, des études qui montraient que d'un côté, le cannabis semblait avoir un effet délétère. D'autres études qui finalement montraient que le cannabis n'avait peut-être pas tant d'effet délétère que ça sur les fonctions cognitives. Groupe de recherche qui a étudié, en fait, puis qui s'est dit, on va regarder les effets neurocognitifs du cannabis, mais on va s'intéresser un peu au parcours de consommation de ces substances-là. En se disant, d'ailleurs, c'est ce que souvent les gens vont nous rapporter en clinique, si ça fait, je suis un adulte, ça fait 5 ans que je consomme du cannabis, quand je consomme un joint, je n'ai pas nécessairement l'impression d'être dans un autre monde puis pas être capable de me concentrer ou pas capable de porter attention à quoi que ce soit. Alors qu'il y a bien des gens qui vont nous dire, des utilisateurs un peu plus occasionnels, qui vont dire que lorsqu'ils consomment du cannabis, effectivement, c'est un petit peu plus difficile, par exemple, de faire de la lecture. Chercheurs ont en fait étudié, ont fait une panoplie, une batterie en fait de neurocognitifs chez des personnes qu'ils exposaient au THC. Des choses qui se sont aperçues, c'est qu'il y avait réellement une modification des effets du cannabis sur les fonctions cognitives, selon que la personne était habituée de consommer du cannabis ou pas. Vous avez ici une étude, entre autres, le Reaction Time, qui est une mesure en fait cognitive, qui peut être jusqu'à un certain point en lien avec l'impulsivité ou la prise de décision, en fait, un proxy, je dirais, sur le plan cognitif, et qui montre finalement que les utilisateurs occasionnels sont beaucoup plus affectés par le cannabis lorsqu'ils vont être exposés, ou en fait le THC dans ce cas-ci, lorsqu'ils vont être exposés au THC que quelqu'un qui est habitué d'en consommer. Alors encore là, lorsqu'on veut étudier les effets du cannabis sur le plan cognitif, il faut, à mon avis, prendre en considération l'expérience de la personne avec cette substance-là. Et certainement que les effets ne seront pas les mêmes chez quelqu'un qui consomme régulièrement du cannabis que quelqu'un qui en consomme de temps en temps ou qui en consomme pour une première fois. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui en quelques minutes, c'est finalement que lorsqu'on essaie de comprendre la relation entre l'exposition au cannabis et les effets néfastes ou thérapeutiques, il y a un ensemble de facteurs qui viennent moduler, en fait, cette association-là. Et
vous savez, le fait de mettre notre main, là, puis certains chercheurs, malheureusement, le font encore, le fait là, de cacher ce qui se passe entre les deux, en termes de dose, en termes d'expérience avec le cannabis, en termes d'âge à laquelle l'exposition va survenir, en termes de type de cannabis qui est consommé, à mon avis, c'est une belle recette pour avoir, en fait, puis qui peut mener à des conclusions qui sont erronées et qui, malheureusement, ne vont pas tellement être utiles lorsque vient le temps, notamment, de changer le statut légal d'une substance ou de prendre des décisions éclairées à cet effet-là. Alors, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que je pense que ce qui se passe dans le milieu, c'est probablement ce qui se passe de plus intéressant lorsque vient le temps de comprendre l'effet du cannabis sur le plan de la santé, notamment sur le plan de la santé mentale, et on ne peut pas en faire l'économie sur le plan scientifique. Mot de la fin? Donc, le cannabis, comme vous l'avez vu, est composé de différents cannabinoïdes qui peuvent avoir des propriétés différentes. On parle de THC, de cannabidiol, il y en a une panoplie aussi qui ont des effets différents. Évidemment on a vu que l'exposition au cannabis peut être associée, mais certainement de façon complexe, à des effets néfastes sur le plan de la santé mentale, mais il y a plusieurs facteurs qui viennent moduler cette association-là. Et à mon avis, on ne peut pas faire de raccourci lorsque vient le temps de comprendre les effets du cannabis sur le plan de la santé. Et à mon avis, on devrait tenter, en fait c'est un souhait, de plutôt tenter de répondre à la question comment et chez qui il y a potentiellement des effets thérapeutiques ou des effets délétères, plutôt que la question est-ce que le cannabis est bien ou est mauvais, est-ce que oui ou non il y a une association. Ça dépend d'où dans le monde, parce qu'il y a certains endroits où effectivement les utilisateurs vont peu ou pas ajouter du tabac. Au Québec, on sait que c'est une pratique qui est relativement commune, quoiqu'on n'a pas de données très, très bonnes. Il y a des données en Suisse, en fait, davantage sur ce phénomène-là. C'est une question extrêmement intéressante. Et en fait, non. En fait, malheureusement, je pense que la plupart des études n'ont pas pris en considération l'ajout de tabac. Je dirais que c'est une question intéressante. On a fait une étude ici récemment au CHUM sur l'association entre la consommation de cannabis et la prise de poids. Et en fait, la prise en compte de cette variable-là, de l'ajout de tabac, en fait en sorte qu'on a dû refaire les analyses, puis qu'on a complètement changé je dirais la stratégie d'analyse pour ce projet-là. Donc, c'est une question qui est extrêmement pertinente.